La datation à Carrie, j'arrive. Vous êtes paysan aussi Oui, c'est ça, maintenant à la retraite, mais donc on faisait de la vente directe, on était proche du bio, on était à la lisière du bio. Vous ne pensiez pas par les coopératives qui n'ont plus que de coopératives que le nom, comme il y avait Colarena Cana, tout ça. On les avait quittés. Vous les avez quittés. Voilà. Et donc là, bon ben, vraiment ça va dans le sens de l'agriculture qu'on avait fait à la fin, et entre autres avec René, là, bon ben... Bonjour. Bonjour. Et vous étiez aussi dans l'agriculture? Oui, j'ai toujours été paysan. Ouais. Contre l'extension du camp militaire de Larzac, j'ai renvoyé mes papiers militaires. Oui. Et donc je suis passé au tribunal, c'était une erreur, donc j'ai fait la guerre d'Algérie, tout ça. Et dans mes motivations de renvoyer mes papiers militaires, c'était l'élimination des paysans. Et je disais qu'au lieu de diminuer le nombre de paysans, il fallait déjà l'augmenter. Dès 80, je l'ai dit, devant le tribunal de Vannes. Une devise que j'ai vue sur Garde à Rennes au Larzac, je suis toujours abonné à Garde à Rennes au Larzac. Je viens de lire une devise que j'ai vécue toute ma vie, depuis 70 ans, je vais avoir 70 ans bientôt. Et la devise est celle-ci: qui sait se satisfaire aura toujours le nécessaire. Je pense que c'est ce que j'ai vécu pendant toute ma vie. Parce que j'ai une famille de 11 enfants qui a vécu sur ces 15 hectares. Et nous, quand on a repris l'exploitation avec ma femme, on n'avait pas d'enfants, on en a eu 4. Et sur l'étude prévisionnelle de gestion qu'on a faite en ce moment-là, on nous a dit, il faut, si vous voulez vivre et gagner votre croûte, il faut vous agrandir ou faire une porcherie ou faire un poulailler industriel ou tout ça. Moi, ça m'a véritablement choqué, parce que je venais de... Mes parents avaient encore 2 enfants à charge et ils venaient d'élever leurs 11 enfants sur ces 15 hectares et nous on n'en avait pas. Puis avec la formation que j'avais, je venais de sortir d'un stage de formation pour adultes, j'étais sorti le premier de ma promotion, encore en plus. J'ai dit, je vais déjà pouvoir améliorer les choses, et si en plus de ça, il faut encore s'agrandir. Et là j'ai dit non. En 67. En 67. J'ai dit que c'était une erreur, et c'était une erreur de civilisation. On a essayé de mettre les éléments qui nous entourent en mouvement, les complémenter les uns les autres, et bien recycler les déjections des animaux, faire attention à tout ça, inventer du matériel, utiliser l'énergie douce, ma propre énergie, travailler le plus possible avec ma propre énergie. Est-ce que tu avais le propre énergie de ton corps, ou l'eau, le vent L'eau, le vent, les pentes de terrain. J'ai inventé des chariots distributeurs de maïs, des chariots distributeurs de betteraves, pour les faire avec ma propre énergie, où le tracteur pouvait rester 4 mois sous l'hangar. Est-ce que tu as utilisé la seulement triennale ou la jacère, ou ce que c'est? Non, j'étais dans le système conventionnel, mais en essayant de bien utiliser les choses. Et les mettre polyculture, évidemment. Polyculture, où j'étais en élevage laitière, une quinzaine de vaches laitières. Mettons, sur un barème de 100, tu vendais quelle partie de ta production à l'extérieur? Toute la production était vendue à l'extérieur. Tu te nourrissais quand même avec le jardin, non? Un peu de jardin, mais en ce moment-là, j'ai pas mal de responsabilités aussi au sein de la Confédération paysanne. Donc j'ai pas trop de temps de faire le jardin. Et c'était surtout à base d'économie, quoi. À base d'économie, de satisfaction personnelle. Et puis le refus de la consommation. Le système de consommation. Vous avez eu, c'est-à-dire que tu as laissé tomber certains produits de consommation, télé, voiture, machine à laver? Oui, longtemps, oui. Pas voiture, c'est à remplacer, mais comme télé, oui, exactement. Ou tous les salons, où moi j'ai dit, je préfère avoir le temps de m'asseoir par terre que de payer des beaux salons, pas le temps de m'asseoir dedans. Bref, en fait, tu es un décroissant. Je suis un décroissant, exactement. Et depuis 40 ans. Je suis un décroissant, pas tout à fait depuis 40 ans, j'étais croissant en 67 et je suis devenu décroissant dans les années 70, fin des années 70. On a diminué le nombre de bovins sur l'exploitation pour être en cohérence avec les possibilités naturelles de l'exploitation. Avoir le cheptel qui correspond aux surfaces de l'exploitation. Alors avec la surface que tu avais, c'était une douzaine de vaches? Une quinzaine de vaches et les génies de renouvellement et tout tourné en système autonome, économe et autonome. Quoi. Et toi les quotas, t'as jamais respecté? Tu n'es pas occupé ou... Si. Ben si, t'es obligé. Bien sûr, obligé. comme tout le monde. Moi, les quotas, dès les années fin 78, on parlait de trop de lait. Oui. Et donc j'ai mis en fonction la production en fonction de la surface que j'avais, en évitant de produire artificiellement. Tu pratiques des labours profonds, ou est-ce que tu connais l'histoire de l'agriculture sans labour, ou bien qu'il ne faut jamais découvrir le sol, tout ça? Est-ce que tu as essayé de pratiquer des choses comme ça vis-à-vis du labour?
depuis tout temps, on ne parlait pas de culture sans labour, mais j'ai appris avec mon père qu'il ne fallait pas trop labourer la terre, il ne fallait pas trop changer la terre de tour, parce qu'il y avait des microbes dedans, et mon père, il aurait 102 ans maintenant, et il me disait il y a des microbes aérobies, des microbes anaérobies, et ça il me l'a appris, si tu changes la terre de tour, ça détruit la vie du sol. Oui, parce qu'il y a des microbes donc, qui ne respirent pas l'oxygène, voilà. Donc ils arrivent à l'oxygène, ils meurent. Donc il faut labourer de temps en temps quand c'est besoin pour enfouir, parce que il n'y a peut-être pas toutes ces connaissances qu'on a maintenant, mais déjà il m'avait inculqué la vie du sol. Il y a un grand escroc, un boursicoteur de Wall Street qui a dit récemment je vous conseille le placement le plus sûr, vous achetez un troupeau de vaches, au bout de 20 ans, vous multipliez par 2 votre bénéfice. C'est ce que je vous conseille en ce moment. Tu confirmes? Oui. Un troupeau de vaches, c'est un investissement réel et durable. Oui, c'est un investissement durable, mais nous, notre troupeau n'a jamais doublé. On a démarré avec 15 vaches, on a terminé avec 15 vaches. Tous les vaches chez nous ont des noms, et pratiquement toutes les vaches, il y en a 24 maintenant avec moi j'ai arrêté depuis 10 ans, et toutes les vaches encore je les connais, et à peu près chacune réagit à son nom. Et pour pouvoir intervenir sur une vache qui a tendance à brutaliser une autre, tu l'appelles par son nom, tout de suite elle réagit. Il y a un dressage, et je suis un peu dresseur aussi en ce moment-là. Il y a eu un dressage de bêtes, et on parlait de hangar tout à l'heure, les vaches sont toujours traites dans le même bâtiment que mon grand-père. Il y a un hangar, on a fait un appentis derrière l'étable où elles peuvent dormir en liberté l'hiver, en stabulation libre, sur litière accumulée. Voilà la nouveauté. Je pense que si mon grand-père revenait, il ne serait pas perdu sur l'exploitation. Il y a le film Herbe, où là on compare les deux modes. Et là c'est fait avec amour, on voit que les autres ils partent pas en vacances, ils ont plein de thunes mais ils sont hyper endettés. L'autre il a pas trop de thunes, il a presque pas de dettes et puis il part souvent en vacances en se promenant dans son champ. Et tu l'as vu Herbe? Oui, je l'ai vu Herbe, j'ai participé au débat après. Ah, et qu'est-ce que tu donnes à tes vaches? Que de l'herbe. Ah bah ouais. Que de l'herbe depuis 91. On a été dans le système, on parlait du système conventionnel productivité tout à l'heure. C'est vrai que formé à ça, moi dans les années 65, le stage de pour chez Crédin, où je suis sorti première promotion, où j'ai dit, on a fait du maïs, on a démarré le maïs en 69, j'ai fait du maïs 10 ans à peu près, 25%, 4 hectares sur une quinzaine d'hectares. En 81, j'ai diminué le maïs déjà. De moitié, on faisait 2 hectares, mais en 91, j'ai arrêté totalement. Et depuis 18 ans, c'est que de l'herbe, il y a un peu de céréales. Comme disait Paul tout à l'heure, et Hélène, on a eu quand même pas mal de visites à la maison sur ce type d'exploitation. Et la question qui était le plus souvent posée, qui était la plus frappante par rapport aux visiteurs, c'était pourquoi si peu de frais vétérinaires par UGB? UGB, c'est Unité Gros Bétail sur l'exploitation. Puis moi, je ne sais pas. Je ne peux pas vous le dire. Est-ce que c'est par rapport à la taille du troupeau? Est-ce que c'est par rapport à ce que les vaches ne sont pas écornées? Est-ce que les cornes ont de l'importance sur la santé de l'animal? Par rapport à la relation cosmos, terre et tout ça. Est-ce que c'est par rapport à l'alimentation? Est-ce que c'est le contact avec eux qu'on a? Je dis, ça doit être tout ça, mais enfin, j'en sais rien. J'étais exploitant à 35 ans, les frais vétérinaires étaient 3 à 4 fois moins élevés que ceux qui étaient dans le même centre de comptabilité que moi, au niveau du département Morbihan. Il y a une enquête très récente de l'INRA, qui doit dater peut-être d'il y a 1 an ou 2. Ils ont découvert que les vaches, les bovins, avaient des copains et des copines, et que quand ils étaient entre copains et copines, ils produisaient 10 à 20% de plus que de lait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les séparer, il faut qu'ils restent ensemble longtemps. Enfin, ils ont découvert qu'ils ont une vie sociale, alors que c'est un animal sociable. C'est dingue quand même qu'ils découvrent seulement ça à l'INRA. Et c'est peut-être ça le secret, qu'elles soient moins malades, moins stressées. Moi j'ai constaté encore des animaux, des vaches qui ne se séparent jamais. On les sépare au moment du tarissement, mais dès qu'ils reviennent ensemble, ils sont toujours ensemble. Ils se suivent toujours. Et c'est vrai que là, c'est 2 copines. Mais c'est un peu de la création, ça. C'est de la création. Tu crées un animal. C'est pas forcément en créant une nouvelle souche. Non, on le module. Tu deviens un créateur, tu le fais devenir à maturation. Oui, on le fait à maturation. Voilà. C'est ça. Tout le monde n'a pas la même progression. C'est un métier magnifique. Tout le monde, c'est ça. Voilà, c'est en ce sens-là que c'est magnifique. Parce que tu observes, chaque individu, c'est pas la globalité, chaque individu est un individu. Et quand tu as 15 vaches, chaque vache a son importance. Quand on a son...
Est-ce que tu as des enfants qui ont pris l'exploitation? Oui. Ben oui, contrairement à ce que disaient nos pontes de la FNSEA, pourquoi pas le dire. Oui, oui. Tu n'as pas voulu t'agrandir, tu ne pourras pas éduquer tes enfants. Ils t'ont dit ça, tu ne sauras pas éduquer tes enfants. Les enfants, tu ne pourras pas les envoyer à l'école. Nous, on a 4 enfants, on a 2 qui ont une formation agricole, qui ont un BTA tous les 2. La troisième, c'est une fille, elle est costumière de théâtre, dont elle est à son compte maintenant. Le 4e, qui est un garçon, il travaille dans le bâtiment et il a un CAP tailleur de pierre, de graveur et de maçonnerie. Il travaille dans une entreprise de bâtiment. S'ils avaient voulu continuer à suivre des études plus importantes, ils auraient pu le faire. Et après, donc, cette étape-là passée, on dit bah oui, mais t'as pas voulu t'agrandir, ta femme ne sera pas reprise, t'as pas de suite. Je dis peut-être, mais moi je conserve l'exploitation dans un état où quelqu'un peut la reprendre. Bon entretien des bâtiments, bon suivi des terres. Et il se trouve que quand j'ai eu à la retraite, les 2 aînés fils qui ont une formation agricole ont voulu reprendre l'exploitation et c'est ce qui s'est fait. Il fallait voir chez René, là par exemple. Moi j'étais surpris la première fois que j'étais le voir. Le champ n'était pas carré, c'était arrondi comme ça. Il dit bah oui, parce que la nature du sol dessous, elle est meilleure pour la prairie ici, elle est meilleure pour faire de l'orge là. Donc en fait, tu connais ton sol parce que les paysans actuels maintenant, les jeunes ne connaissent plus le sol, ne savent plus quelles sont les terres bonnes pour la vigne, pour le maïs, pour les prairies. Ils cultivent n'importe quoi, n'importe où. Là, maintenant c'est des grandes longueurs. Alors, les grandes longueurs, tu connais le sol? Oui, on connaît le sol, on sait où sont les rochers, on sait où il faut ralentir le tracteur. Dans le temps, moi j'ai travaillé jusqu'à presque 30 ans avec les chevaux, jusqu'à presque 20 ans avec les bœufs. On savait où les bœufs, où il y avait des rochers, parce que maintenant c'est des charrues, bien sûr, des automatiques, ça passe par-dessus les rochers, mais à ce moment-là il fallait ralentir. Quand on arrive sur un territoire, il faut le regarder et savoir comment. C'est quoi ce paysage? Comment on peut l'utiliser au mieux, sans utiliser de béton, sans utiliser de fibro, sans utiliser les choses. Parfois il y a des choses à utiliser, il suffit de regarder ce qui pousse sur le sol et voilà, et des fois parfois récolter. Moi je dis qu'il n'y a pas besoin des tonnes de béton ni de mètres carrés de couverture pour que la terre produise. Sans la violer et utiliser l'ensemble du terrain, surtout. Moi je ne parle pas des endroits où plane, mais chez nous ici, moi je suis la région de Vannes, là, où les terres sont pentues, il y a des terres sèches, il y a des bonnes terres, mais il y a aussi des terres mouillées. C'est l'ensemble de ce terrain-là qu'il faut utiliser. C'est un mode d'agriculture hyper productif, mais pas productiviste, rentable et en plus écologique. Bien sûr que non. Et on peut produire, il n'y a pas besoin d'emprunter des X millions pour que la terre produise. Et si tu veux gagner des millions par mois, c'est pas ce métier-là qu'il faut faire. Mais c'est un métier agréable. C'est un métier agréable parce que tu es créateur. Tu deviens un créateur en respectant la création. Tu crées des choses, les choses qui sont créées, tu les récoltes et là, tu deviens créateur. Et surtout, tu peux faire de nouvelles variétés, c'est ça? Tu croises des graines, tu crées un paysage en quelque sorte. Tu crées un paysage. Et donc tu es paysan. Et tu es paysan. C'est pour ça, moi j'ai toujours revendiqué le mot paysan. Quand on me dit quelle profession vous avez, paysan. Ah non, on peut mettre ça. Je dis non, je veux qu'on mette paysan. Les gens que je connais qui sont allés le voir, moi aussi je suis allée le voir plusieurs fois. Quel film? Le film de Nos enfants nous accuseront. Et moi je trouve que tous ces gens-là maintenant ont modifié quelque chose dans leur alimentation et dans leur comportement. Et bien rien que ça valait le coup. Les premières fois, il y avait 3 fois le nombre de spectateurs que la salle pouvait contenir. Ceux qui se questionnaient le plus, ils ont préféré ne pas y aller parce qu'ils avaient peur que ça change trop de choses dans leur vie. Le paysan de la Hague, il dit qu'il n'y a pas de mauvais temps. Le mauvais temps, c'est le temps qui dure trop longtemps. J'ai un autre point commun avec lui, moi aussi, c'est quand il dit « j'ai acheté un tracteur ». Pas pour faire plus, mais pour soulager ma peine. Oui. Oh, oui. Et alors ça, quand je l'ai vu au Dreny, là, il y a 2 ans, là, j'ai dit, le point, c'est comme ça que j'ai entamé la discussion avec lui. J'ai dit, moi j'ai fait la même chose. Voilà. J'ai lâché l'attraction animale quand j'ai pris la ferme. Pas pour faire plus, mais pour être moins de temps sur les champs, pour être plus de temps avec la famille, avec les enfants. Et puis, responsabilité, comme je voyais que j'allais avoir des responsabilités. Voilà.
Oui, parce qu'autrement, tu dis ces eaux-là un peu. Hein. Je trouve que Paul Delague, avec ses sœurs et tout, je me dis, c'est quand même assez triste. C'est assez triste. C'est assez triste. Mais par contre, la manière dont il parle de sa terre, les saisons que l'on voit se dérouler, ça c'est traité avec... c'est magnifique. C'est moins pire que le film, là, comment il s'appelle, l'autre là. Ah bah non, le film de Pardon. Oh. Quelle horreur. Ah bon? Oh, quelle horreur. Quelle horreur. Toi aussi? Moi je suis sorti en colère de ce film. Le dernier, en colère. Les premiers encore, du mal à dire. Parce qu'il disait qu'il filmait les derniers vrais paysans dans les... Enfin, quand même. Tu tombes, les paysans qui tombent dans le précipice. Dans le précipice. Sans aucun espoir. Il n'y a pas d'espoir. Et puis de l'inculture, c'est abominable. Moi je suis sorti en colère. Et je voulais voir d'autres gens pour voir s'ils partageaient. C'est le misérabilisme? C'est le misérabilisme. Je voulais voir du futur. Mais enfin. Parce que c'est ça. C'est une aliénation. Le film de Pardon. Et c'est comme ça que j'ai discuté avec lui. Le pauvre gars qui est resté paysan parce qu'il ne savait pas quoi faire d'autre, vraiment. T'as vu un peu. Mais moi j'avais honte. Je me dis, mais c'est ça, comme ça qu'on donne l'image de notre métier. Ah, moi j'avais honte. Moi, ils seraient venus chez nous, je leur en aurais trouvé, moi, des paysans. Justement, il ne reste plus qu'une minute cette cassette. Tu veux nous raconter l'histoire du film là qui a été coupé Ça s'est passé à Chantonnay dans les années 20, par là. Enfin, 29, peut-être 29. Et c'est quelqu'un qui a 80 et quelques années aujourd'hui. Il nous racontait qu'il faisait partie de la JAC et il allait passer un film qui ridiculisait les paysans. Et il s'est dit, ah ça jamais, ce film-là, c'est pas possible, il passera pas. On va faire en sorte qu'il ne passe pas. Et ils ont envoyé ce soir-là une botte de paille. De barbelé. Une botte de barbelé sur les fils électriques. Ils ont coupé le courant de la ville de Chantonnay pour que ce film ne passe pas. Effectivement, la ville de Chantonnay plongeait dans le noir. Donc ils ont retrouvé les coupables évidemment et ils ont cherché des gens qui voudraient bien porter plainte. Ils ont trouvé une dame qui a accouché ce soir-là dans le noir. Manque de peau, cette dame, elle a dit je ne porterai pas plainte parce que je ne suis pas la première femme à accoucher dans le noir. Et d'abord, ça s'est très bien passé et ensuite je suis d'accord avec ces gens-là. Merci. Allez, à bientôt. À bientôt. Excusez-moi, est-ce que je pourrais avoir une bière ?